Señor alcalde de Córdoba, presidente, alcaldes, concejales, colegas, amigos, es un privilegio, un honor, un feliz, darles la bienvenida al simposio sobre la habitabilidad en los centros históricos. Este es un momento importante, un paso más en el proceso iniciado hace 2 años en Quebec. Hasta el viernes utilizaremos los resultados obtenidos hasta la fecha y determinaremos qué hacer a continuación. Where are we on the road to design the new urban project that the OWT wants to implement? What can we already say about the form and the content of this project, this joint project, which is both a strategy and a tool at the same time? What else do we need to work on over the next 2 years to get there? Donc le symposium sera un point de bascule. En actant les résultats obtenus à ce jour, nous prendrons la mesure des changements qui s'opèrent au sein de l'OVPM. En précisant nos objectifs, nous créerons de nouvelles perspectives. Nous créerons de nouvelles perspectives de coopération et d'action collective. Alors pour ce symposium, il y a 4 sessions, vous avez vu au programme, et ces 4 sessions, on a voulu les organiser comme un parcours qu'on espère évidemment qui sera agréable et enthousiasmant. Donc à la session 1 qui va commencer maintenant, les maires du panel feront le bilan de ce qui a été réalisé. Ils affirmeront en quelque sorte la commande politique qui nous pousse à aller plus loin. Aux sessions 2 et 3, toute la journée de demain, vous discuterez, à partir des résultats des réseaux collaboratifs, de quelle façon l'habitabilité déterminera la direction et les caractéristiques du nouveau projet urbain. Enfin, à la session 4, vendredi matin, nous préciserons comment nous pourrons terminer le travail qui a été commencé afin de transmettre des propositions à l'Assemblée générale qui adoptera le plan d'action 2025-2026 lors de la session de l'Assemblée dans l'après-midi. Alors c'est un parcours simple, rigoureux, court, exigeant, mais j'ai confiance évidemment que ça sera efficace. Je vous encourage tous à contribuer activement à ce travail et à multiplier les opportunités d'échange pendant les présentations, pendant les ateliers, entre les sessions, et ainsi faire grandir notre énergie collective, enrichir la dynamique déjà considérable qui est à l'œuvre et pousser toujours plus loin nos ambitions. Afin de nous assurer que toutes vos contributions serviront le symposium et qu'elles nourriront la suite des activités, des outils électroniques sont à votre disposition. Nous avons tenté d'innover, enfin en tout cas dans mon cas, et d'introduire une dose supplémentaire de technologie. Nos collègues de la société En Mode Solutions qui ont créé ces outils, qui vont gérer ces outils pendant le symposium, vous expliqueront plus en détail en quoi consistent ces outils juste avant la pause. Les experts du groupe conseil, pour leur part, seront à la manœuvre. C'est à eux que revient la charge, en quelque sorte, d'humaniser ce que la technologie produira, et ils donneront du sens au foisonnement des idées qui sortira des discussions. Il y a aussi nos invités internationaux, pour leur part, qui aideront à jeter les bases des partenariats qui nous seront nécessaires pour la suite du processus, mais aussi pour la mise en œuvre du futur nouveau projet urbain. Donc, de ce symposium, nous attendons des résultats concrets, mais pas uniquement. Et en fait, pour être honnête, de mon côté, je dirais même que ce n'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, pour moi, c'est qu'on passe tous un bon moment ensemble. Je dois dire que ça a spectaculairement bien commencé, de franchir ensemble une nouvelle étape
pour choisir ce que nous voulons faire de nos potentiels et de décider comment continuer à faire évoluer notre réseau et comment aider au mieux nos membres à réaliser leurs objectifs. Au cours de ces 2 dernières années, le secrétariat a énormément appris à vos côtés. Nous avons passé des moments intenses qui nous ont impressionnés, qui nous ont enthousiasmés et, je dois dire, qui nous ont beaucoup appris. Alors, afin de vous faire partager un peu notre état d'esprit et peut-être donner le ton à ce symposium, j'aimerais terminer cette introduction en vous présentant une courte vidéo. Moi aussi, j'ai une courte vidéo. Nous l'avons réalisée en nous inspirant de la façon dont notre président, M. Bruno Marchand, maire de Québec, toujours visionnaire et indéfectible soutien de notre démarche, perçoit la dynamique que nos villes impriment à l'OVPM. Jules, à toi. Il n'y a pas de son, Jules. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la musique. Voilà. Alors, pour initier donc ce symposium, session 1, je donne la parole à M. Bruno Marchand. La musique nous donne déjà le goût de la soirée. Nous avons déjà hâte à ce soir. J'ai quelques notes et je vais les faire très brèves. Hier, à la table dont j'ai eu la chance et le privilège d'être assis au souper, il y avait différents maires des villes d'Espagne. Il y avait entre autres le maire de Madrid. Je ne sais pas si je peux dévoiler ça, mais je vais le dire. Il y a 14 000 hébergements temporaires, illégaux ou non enregistrés à Madrid. 14 000. Il y en a combien d'enregistrés? 200. Alors, on parle d'habitation, on parle de requalifier nos villes, on parle de lutter contre cette ineptie des Walt Disney de carton. Et j'en fais mien cette expression parce que je pense que de venir à Cordoba, ce n'est pas pour manger dans un Burger King. Je pense que quand vous venez à Québec, c'est pas pour trouver, parce que c'est très facilement dans le Vieux-Québec trouvable, un gilet marqué Canada, mais beaucoup plus pour vivre la culture québécoise. Malheureusement, nos villes sont sous pression. Et les invités qui vont venir aujourd'hui vont vous en parler avec des expériences concrètes, mais avec des résultats aussi à la clé, d'initiatives qui sont porteuses. Mais les forces qui nous gouvernent, les forces qui sont dirigées vers nous, sont évidemment très puissantes. Alors, imaginez que vous soyez la mairesse ou le maire de Madrid. Que faites-vous avec 14 000
hébergement temporaire. Ça transforme votre ville. On souhaite accueillir des touristes. Le tourisme est important. Mais Matteau, le maire de Dubrovnik, est tout à fait, je pense, à la bonne place en disant que le touriste moderne, et je pense que cette influence va être de plus en plus grande, ne veut pas venir dans une ville pour rencontrer que des autres touristes. Il souhaite venir dans une ville pour rencontrer la Croatie, pour rencontrer les habitants de Dubrovnik, pour rencontrer la culture de Dubrovnik, pour goûter ses plats, pour entendre sa musique. Or, l'habitation, comme un des grands chantiers, est nécessairement une des clés de voûte de la suite dans nos villes. Et peut-être quelques exceptions près, mais la plupart des gens dans cette salle voient la désaffection et, dans certains cas, la désertion de leur centre-ville historique, malgré leur importance, par des gens locaux qui quittent pour différentes raisons, pour y installer, entre autres, des hébergements temporaires. Et entendez-moi, il y a des hébergements temporaires qui peuvent très bien faire l'affaire, mais lorsqu'on perd le cœur et l'âme de nos villes par la désaffection de nos citoyens, nécessairement, notre patrimoine est mis à mal. C'est une adéquation systématique. Alors, comment faire? Comment faire pour faire de l'habitation la clé? Le centre de voûte où les gens se réapproprient leur quartier. Je l'ai dit tantôt, mais c'est plus facile dans le Vieux-Québec se trouver un gilet marqué Canada que s'acheter une pomme. Et ce n'est pas le seul endroit au monde où c'est comme ça. C'est très difficile pour les familles de venir s'y établir parce que les services de proximité, Matteau parlait d'école tout à l'heure, ont tendance à se délocaliser et à s'en aller vers la périphérie. Les grandes institutions préfèrent se construire un nouveau bâtiment. Les grandes centrales syndicales, les grandes institutions, des grandes entreprises préfèrent se construire un bâtiment, et même des services publics préfèrent se construire des bâtiments en périphérie que de rénover des bâtiments au centre-ville. Alors ces tendances-là, elles sont vôtres, avec un degré variable, mais l'habitation est certainement une des clés de voûte de la suite. Que faisons-nous? Quelles bonnes idées? Comment nous inspirons-nous les uns des autres pour faire en sorte que nous apprenions sur ce qui peut nous permettre d'être beaucoup plus rapides à réaliser cet objectif, d'avoir des cœurs de quartiers historiques qui sont vivants. Livable, disait Matteau, vivant des gens qui portent cette culture de la place. Alors le défi est grand, mais les solutions existent. Et dans les dernières années, depuis 2022, plusieurs s'y sont attablés. Près d'une 50aine de villes ont travaillé aux différents chantiers, notamment sur l'habitation. Et ceux que vous allez voir en avant sont des modèles inspirants. Inspirants pour la suite et inspirants pour nous dire que si Bordeaux doit rester Bordeaux, c'est ce que nous pensons. Si Marrakech doit rester Marrakech, c'est ce que nous pensons, et non devenir un Walt Disney de carton similaire à tout ce qu'on pourrait retrouver partout dans le monde et donc perdre sa valeur. Il y a des solutions à mettre en place. Et comme plusieurs maires nous l'ont dit à Québec, et le redisent depuis que nous sommes ici, ça va prendre du courage. Et ce courage-là, je pense qu'on le puise à la source de nos rencontres, qu'on le puise à la source de nos conférences, pour être capable de revenir dans nos villes et dire, malgré que ça semble complexe, à Bordeaux, ils l'ont fait. À Colonial de Sacramento, ils l'ont fait. Et vous savez, vous comme moi, que quand on travaille avec des entités aussi grosses que les villes, lorsqu'on est capable d'amener des exemples probants de réussite, pour les machines, c'est beaucoup plus facile. Pour les administrations, c'est beaucoup plus facile de s'inspirer que de réinventer la roue. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Beaucoup, beaucoup d'inspiration et beaucoup de courage de la part des maires qui seront en avant, qu'ils puissent nous en redonner un peu parce qu'ils sont courageux pour nous inspirer pour la suite. Bon symposium sur l'habitation à tous. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant M. Pierre Urmic, maire de Bordeaux, à nous rejoindre.
Monsieur le maire de Québec, cher Bruno, cher maire visionnaire, pour reprendre l'expression que vient d'employer à l'instant Michael, monsieur le maire de Cordoue, mesdames et messieurs les mairesses et maires des villes du patrimoine mondial, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, monsieur le secrétaire général, amigos, estoy muy feliz de estar hoy con ustedes en el simposio de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial dedicado a la habitabilidad de los centros históricos. Gracias, en primer lugar, a usted, señor alcalde de Córdoba, por su acogida. Vuestra maravillosa ciudad es una joya de la humanidad, un sublime cruce de civilizaciones. Me gustaría agradecer a Michael Detis y a todo su equipo su compromiso. Votre travail nous permet de réfléchir ensemble à l'adaptation de la ville patrimoniale aux enjeux liés au changement climatique. Ici, bien sûr, nous sommes tous attachés à notre patrimoine, mais nous devons également faire face à l'urgence climatique et trouver des solutions concrètes pour que nos villes soient vivables demain. Je me souviens de ma première rencontre avec vous tous, c'était à Québec, en septembre 2022. Cela me semble si proche et pourtant que de chemin parcouru depuis lors. En 2022, à Québec, nous avons validé la feuille de route pour un nouveau projet urbain des villes du patrimoine mondial. Nous partagions alors deux constats. Nos villes possèdent toutes un patrimoine exceptionnel et ce patrimoine est, par définition, durable. Les défis qui se présentent à nous sont connus. Anticiper les conséquences des dérèglements climatiques, tout mettre en œuvre pour s'adapter et éviter, bien sûr, qu'ils ne s'aggravent. Cela suppose à la fois de réparer, de préparer, c'est-à-dire de réinventer nos villes. Nous nous sommes engagés à construire une réflexion collective, à partager nos expériences de terrain. Nous avons validé la feuille de route de Québec et nous vous avons donné mandat, cher Michael, pour nous proposer une méthode. Et vous nous avez très simplement orienté vers un travail collaboratif. Je m'en réjouis car je suis convaincu de l'intérêt du partage d'idées, de l'échange en amont des prises de décision. Alors à Bordeaux, nous mettons tout en œuvre pour faciliter les échanges en amont, dans la concertation des habitants, des usagers, des acteurs de la ville, des quartiers, et au-delà, dans l'objectif que chacun trouve sa place en ville. C'est pourquoi j'ai créé une direction de la démocratie permanente avec une équipe dédiée. Actuellement, et peut-être les chiffres vont progresser, mais actuellement déjà, une dizaine d'agents sont dédiés à cette direction de la démocratie permanente. L'intelligence collective est la bonne méthode pour favoriser la compréhension mutuelle, trouver les solutions de demain et chercher les voies de l'appropriation collective de tout un territoire. Le cadre de travail collaboratif que vous avez proposé, à la fois rigoureux et assez souple pour s'ajuster aux habitudes et aux contraintes de chacune de nos villes, de nos équipes, de nos priorités, a, j'en suis convaincu, déjà donné de bons résultats. À Bordeaux, nous avons fait d'adaptation du centre ancien, adaptation aux enjeux écologiques, nous en avons fait une priorité. Nous avons déjà bien avancé en ce qui concerne la possibilité d'installer des panneaux solaires sur les toits. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2023, nous avons enregistré 276 demandes, alors qu'il y en avait simplement 37 3 ans plus tôt, en 2020. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui 7 fois et demi plus de demandes qu'il y a à peine 3 ans. Et ces demandes donnent désormais lieu
à moins de 3% de refus. Moins de 3%, alors qu'avant, le chiffre était de 38% de refus 3 ans plus tôt, c'est-à-dire on est passé de 3%, de 38% de refus à peine 3% aujourd'hui. Nous avons plusieurs projets de grande ampleur qui sont à l'étude, avec non seulement l'accord, mais avec l'appui de l'architecte des Bâtiments de France. Et cet appui, il est le fruit d'un travail quotidien, projet par projet, pour entretenir le dialogue et définir ensemble et pour améliorer ensemble le projet. Je pense en particulier à un fruit de l'histoire que nous avons à Bordeaux. C'est une grande base sous-marine qui a été construite par l'Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'agit donc d'un bâtiment militaire qui est déjà devenu depuis longtemps un lieu historique, mais un lieu culturel. Et maintenant, nous allons faire de ce lieu une source d'énergie locale. Sa solarisation représente une superficie considérable de 22 000 mètres carrés de surface utile occupée par ces panneaux solaires. Avec l'ambition qui est la nôtre, même un vestige du passé peut devenir un gisement d'avenir. Et en l'occurrence, c'est considérable. Je pense que cela peut être inspirant pour nous tous. Nous tâchons d'utiliser opportunément chaque mètre carré solarisable. Et comme l'enjeu est trop grand pour que nous nous contentions d'agir seuls, nous, municipalités, nous prenons le parti d'essaimer, de convaincre autour de nous et d'entraîner avec nous tous les acteurs qui font la ville. Nous avons lancé en juin dernier l'Alliance de Bordeaux pour l'énergie solaire et toutes les collectivités, ça va de l'État jusqu'au conseil départemental, l'État, le conseil régional, le conseil départemental, la métropole, donc toutes les collectivités sont impliquées, de nombreuses entreprises privées et des institutions, comme par exemple le grand centre hospitalier de Bordeaux, centre universitaire, est également impliqué dans cette alliance de Bordeaux pour l'énergie solaire. Et là, nous sommes dans l'écologie concrète. Et nous sommes, je crois, à l'avant-garde d'un mouvement qui pourra essaimer. Nous en sommes tous convaincus ici. Les villes du patrimoine mondial ne doivent pas être délaissées au prétexte de les préserver. Ne pas agir, ce serait prendre le risque qu'elles deviennent inhabitables. Le manifeste des métropoles auxquelles nous avons tous participé appelle notre volonté de construire une stratégie d'action commune. Il nous engage à agir afin qu'elles deviennent des villes patrimoniales résilientes. Et nous avons su aller plus loin pour permettre à chacune de nos villes de construire sa propre façon de répondre à ces défis. Et comme nous étions engagés à Québec, nous avons mis en commun nos expertises et cela a été un travail sérieux de la part des réseaux collaboratifs. De mon côté, j'ai souhaité que Bordeaux anime un réseau intitulé « Végétaliser pour rafraîchir la ville ». Et je vais préciser pourquoi. Vous savez, Bordeaux, nous avons ce que nous appelons, c'est bien sûr une ville portuaire avec ce que nous appelons le port de la Lune, mais Bordeaux est surtout connu comme étant une ville de monuments, vaste secteur UNESCO, vous le savez, mais surtout, je dirais surtout comme étant une ville de pierre. Cette ville de pierre n'est pas forcément la configuration la plus adaptée en elle-même pour résister aux vagues de chaleur caniculaires que chez nous comme chez vous, nous connaissons de plus en plus fréquemment dans la période estivale. Et cette ville de pierre, naturellement, pour l'adapter, il faut la végétaliser. Et cette végétation, elle est surtout présente à Bordeaux dans des cœurs d'îlots, dans les jardins, mais qui sont rares au centre-ville. Pourquoi nous avons mis en œuvre un plan ambitieux pour renforcer la place de la végétation en ville. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, nous plantons environ 10 000 arbres par an. Nous les plantons dans nos rues, à la place, souvent de places de stationnement. Nous les plantons dans toutes les cours d'école que nous sommes en train de reconfigurer. Et nous les plantons sur les places et bien sûr sur les îlots de chaleur urbains que nous avons répertoriés. On en a actuellement répertorié 40 sur la ville de Bordeaux, donc ils sont prioritaires naturellement pour bénéficier de ce vaste plan de végétalisation. Alors souvent, quand on dit 10 000 arbres, ce n'est pas forcément très parlant, pour ça que je vais essayer
d'être plus précis et donner des éléments de comparaison pour que vous puissiez mesurer ce que cela représente. Bordeaux, par exemple, nous disposons d'un grand parc, on appelle ça le parc bordelais, qui est un parc de 28 hectares. C'est important pour une ville comme la nôtre. C'est une véritable forêt urbaine. Et cette forêt urbaine, elle bénéficie de l'ombrage et de la chance d'avoir 3000 arbres. Eh bien, chaque année, quand je vous dis que nous plantons 10 000 arbres par an, nous plantons donc chaque année dans nos rues, sur nos places, l'équivalent en arbres de 3 parcs bordelais. Cela nous paraît important, c'est-à-dire une forêt urbaine, 3000 arbres, eh bien, nous faisons 3 fois mieux en termes de plantation dans les rues de Bordeaux. Alors, sachez que cela n'est pas non plus sans poser des difficultés dans le dialogue avec les services techniques et patrimoniaux, les concessionnaires, les aménageurs, les gestionnaires de l'espace public, les architectes de bâtiments de France. Mais cela oblige au dialogue, plus en amont possible. Ce dialogue doit être fructueux et je crois que nous y parvenons pas à pas. En tout cas, c'est notre priorité. En 2022, plusieurs épisodes de graves canicules ont eu lieu en France. Et chez nous, la température a atteint 42 degrés, notamment le 18 juillet 2022, quand le record précédent datait de 2019 avec 41,6 degrés. Donc, situation sans grave. Et pour répondre à cette situation d'urgence, la ville de Bordeaux a étendu les horaires d'ouverture des lieux de fraîcheur, parcs et piscines et donné accès gratuitement aux lieux publics climatisés, comme les musées par exemple. Et au-delà de ces actions que je qualifierais de correctives et ponctuelles, il nous paraît indispensable de remettre de la nature dans les espaces publics et de connecter tous nos espaces de nature afin de reconstituer une vraie trame verte de la ville. Et je remercie d'ailleurs mon adjoint en charge de la végétalisation de la ville, qui est là parmi nous, qui suit de près nos travaux, Didier Jean-Jean, qui a déjà participé à des réunions de l'organisation et qui est très, très mobilisé pour reconstituer cette trame verte de la ville. Et cette trame verte, c'est quoi ? Ce sont des corridors de biodiversité et de fraîcheur. Nous avons travaillé à l'élaboration de cette trame pendant près de 3 ans avec notre agence d'urbanisme pour déboucher sur des actions concrètes. Ce plan de référent nous sert de guide au quotidien pour prioriser nos travaux de plantation de nos espaces publics. Aussi pour prendre attache avec les habitants et tous les acteurs, je parle les propriétaires fonciers, les institutions notamment, afin de les inciter à planter eux-mêmes, planter au pied de leur façade sur la rue et également pour dialoguer avec les opérateurs immobiliers afin qu'ils végétalisent davantage leurs projets. Ce plan de référence identifie aussi les secteurs déficitaires en espace vert et nous aide aussi à prendre des décisions d'achat ponctuelles de terrain quand on sait qu'ils sont sur le marché pour en faire des petits squares plantés de quartier. Cela nous sert aussi à mobiliser de grands propriétaires fonciers pour les inviter à végétaliser leurs parcelles. À l'échelle de la métropole, qui réunit Bordeaux et les 27 communes alentours, un plan très ambitieux pour planter des arbres est aussi en cours de mise en œuvre et le programme Bordeaux Métropole Rafraîchissante va encore renforcer cette stratégie. Alors cette approche globale de la nature en ville irrigue chaque choix, chaque décision et je pense qu'en cela, elle est exemplaire. Nous intervenons dans toutes les dimensions, le public et le privé, les commerces, les rues, les jardins. Nous sommes allés jusqu'à créer un label, que nous appelons le label Bâtiment Frugal Bordelais, pour que les bâtiments construits ou réhabilités dans notre ville soient économes en ressources, adaptés aux particularités du territoire et privilégient bien sûr les matériaux qui sont géo- ou biosourcés, tout en veillant bien sûr à ce que leur impact climatique soit réduit et que les espaces de nature existants déjà soient chaque fois préservés. Alors, nous entendons être une ville modèle en matière de végétalisation. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu, si je dis j'ai le plaisir parce que ce label date d'il y a à peine 15 jours, nous avons obtenu il y a 15 jours la plus haute distinction du label français qui s'appelle Villes et Villages Fleuris, mais je dirais le label français des villes nature. Nous avons obtenu cette reconnaissance. Sachez que c'est un label qui est exigeant
est extrêmement convoité. La plus haute distinction, c'est-à-dire ça s'appelle 4 fleurs, c'est ce que nous avons obtenu. Ce classement a récemment évolué, les critères ont changé et le jury prend désormais en compte la dimension écologique en plus de la dimension esthétique. Voilà donc quelques-unes des raisons pour lesquelles je tenais à ce que Bordeaux anime ce réseau végétalisé pour rafraîchir la ville. Je souhaite remercier pour leur rapport tous ceux qui ont contribué à la réflexion en y participant, Puebla, Riga, Cracovie, Budapest, Luxembourg, Bruxelles, Bruges, Angra de Heroismo, Québec, Lyon et Nice. D'autres villes ont animé des réseaux collaboratifs pour alimenter la réflexion sur d'autres thématiques et selon des modalités qui ont favorisé la co-construction de ce projet. Je pense que nous pouvons nous réjouir ensemble de l'efficacité de ces expériences partagées et j'espère que d'autres villes présentes aujourd'hui rejoindront le mouvement. Alors, grâce à ce travail, cher Michael, avec vos équipes et l'appui du groupe Conseil, vous avez pu formuler les actes structurants du projet urbain des villes du patrimoine mondial, requalifier l'habitat, rafraîchir la ville, transformer les mobilités, régénérer l'urbain. Les difficultés écologiques, sociales, urbaines sont clairement identifiées, s'aggravent parfois, mais nous faisons régulièrement le constat d'un fossé entre le discours et la mise en place des solutions concrètes. Donc il est urgent de passer à l'action, mais nous ne pouvons pas le faire sans nos partenaires. Il est nécessaire, pour assurer leur coopération, d'exprimer clairement notre vision et les priorités que nous portons. À Bordeaux, nous sommes sur le point de publier le récit du projet urbain bordelais. Je l'ai appelé Bordeaux bien commun. C'est un projet qui, en affirmant l'objectif de ne plus artificialiser les sols naturels, vise à atteindre les capacités maximales de régénération de l'espace urbain existant par la renaturation, la régulation, la résilience. Désormais, ces 3 R, ces 3 mots qui commencent par R, symbolisent l'ensemble de nos actions en matière de l'urbanisme et de logement. Et nous avons pour complément ce que nous appelons les 3 A. Les 3 A, c'est les A de arborer, apaiser, animer. Tout cela dessine un projet d'ensemble qui vise à repositionner le vivant, le citoyen, la culture et l'accueil de toutes et de tous au cœur des préoccupations et des actions urbaines de la ville. La ville de Bordeaux a la capacité et doit accueillir de nouveaux logements, de nouveaux équipements, de nouveaux emplois, mais pas à n'importe quel prix. Il s'agit aussi de construire autrement, autour d'un espace public revalorisé, apaisé, avec une meilleure prise en compte de l'eau et de la biodiversité. De construire des logements en limitant leur impact carbone à la construction, puis en prenant en compte l'ensemble de leur cycle de vie. De les construire afin de permettre au plus grand nombre de se loger dignement et à prix accessible. C'est un projet qui définit Bordeaux comme un bien commun auquel chaque Bordelais peut contribuer à son niveau pour amplifier la beauté, la vitalité de notre ville, mais aussi sa résilience face au changement climatique. Alors, dans ce récit du projet urbain, on retrouve les actes structurants du projet urbain des villes du patrimoine mondial tels que notre collectif les a définis. Alors aujourd'hui, ensemble à Cordoue, nous lançons une nouvelle étape qui doit nous permettre d'atterrir concrètement. Le contexte actuel impose, il me semble, d'être créatif, non pas pour se distinguer pour le simple plaisir du contrepoint ou du contraste, mais pour inventer une manière nouvelle de répondre concrètement à des questions inédites. Je crois aussi que les habitants de ces villes et les maires qui s'engagent dans leur administration ont un rôle important à jouer, car ils connaissent bien les particularités locales, ils ont la mémoire des lieux nécessaires pour se projeter dans le contexte de demain. C'est une mémoire vivante, peut-être moins érudite de l'histoire de la ville, mais pragmatique, qu'il nous faut maintenant mobiliser. J'adhère au principe de la Convention de Faro, qui nous invite à une approche plurielle du patrimoine, à ouvrir les champs de la reconnaissance à tous les habitants, à toutes les parties prenantes et à tous les types de regards. Et j'aimerais, pour finir, partager avec vous l'expérience de la Convention citoyenne, d'une convention citoyenne que nous avons montée à Bordeaux sur l'urgence climatique. Nous avons réuni 100 personnes, 100 conventionnés, qui ont travaillé pendant 4 mois de manière intense en faisant appel à des témoignages et à des expertises. Ils ont écrit dans leur rapport, je les cite, « Nous préférons vivre dans une ville vivable et végétale que classée et invivable.
Les contraintes architecturales ne doivent pas, leur a-t-on dit, ne doivent pas constituer des barrières à la végétalisation, source de qualité de vie, de lien social, de biodiversité. Il me semble que nos concitoyens plantent bien ainsi le décor de notre réflexion. Ces réflexions ont surtout montré que lorsque 100 personnes se réunissent autour d'une table avec les moyens de comprendre les enjeux, ils sont capables d'établir un plan d'action où chacun se sent investi. Il me paraît donc essentiel pour la poursuite de nos travaux d'adopter cette méthode pour favoriser la co-construction d'un projet des villes du patrimoine mondial. En résumé, et pour conclure, je souhaite réaffirmer combien le travail réalisé à ce jour a montré à quel point les villes du patrimoine mondial sont capables de réfléchir ensemble pour préparer l'avenir et apprendre les unes des autres. Et en tant que ville du patrimoine mondial, nous avons le devoir de stimuler les changements et les adaptations qui sont urgents pour affronter ces crises environnementales et sociales actuelles. Je vous remercie pour votre engagement et pour votre attention. Hola. Merci, Monsieur le maire. J'invite maintenant Monsieur Cristian Eduardo Zamora Matute, maire de Cuenca, Équateur. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero usar este espacio para agradecer de manera muy sentida y con un gran agradecimiento a la ciudad de Córdoba, a su alcalde, a todo su equipo por habernos recibido aquí. Yo creo que está siendo una experiencia muy bonita y maravillosa de todo lo que nosotros estamos disfrutando, de lo que nos une a todos, que es el patrimonio de nuestras ciudades y que estamos llamados, evidentemente, a poder contribuir con todo este tema. Yo creo que el tema que nos llena y que nos trae en este momento es común absolutamente a todas las ciudades patrimonio. ¿Cómo hacemos desde nuestros centros históricos para que ese problema de habitabilidad y que la combinación de los diferentes elementos que tienen que darse en un centro histórico patrimonial puedan convivir? Es decir, ¿cómo hago yo que la gente deje de migrar desde los centros históricos con los problemas consabidos que eso ocurren evidentemente, sobre todo en las noches, cuando ya viene el tema de la desolación, al menos eso ocurre en la ciudad de Cuenca, en Ecuador? La gente sale del centro porque ahí es el epicentro precisamente de lo que ocurre dentro de la actividad, sobre todo turística y comercial de la ciudad. Y claro, la gente no quiere vivir en ese entorno, sino busca evidentemente un espacio de paz, de tranquilidad para su residencia. Y por otro lado, la ciudad turística, la ciudad vibrante, la ciudad dinámica, lo que está buscando también es desarrollar los diferentes elementos que le permitan aquello y obviamente por el tema de desarrollo económico poder también tener estas opciones. El gran reto que tenemos todos es cómo combinamos esos diferentes aspectos que ya es muy común para nosotros. Y lo que les quiero compartir es qué es lo que estamos haciendo desde Cuenca y obviamente ratificar el hecho de poder estar dentro de la ruta de Quebec, de esta hoja que hemos suscrito varias ciudades, porque lo que busca precisamente es cómo desde las experiencias técnicas que vivimos las ciudades, podernos obviamente retroalimentar y tener los temas de mejores prácticas y experiencias para poder tener esta gran responsabilidad que todos tenemos respecto del patrimonio mundial. Uno de los temas que hemos hecho en la ciudad de Cuenca, nosotros tenemos una empresa pública que hace desarrollo de vivienda y en el centro histórico la plusvalía efectivamente es muy alta. Por lo tanto, las personas que podrían de alguna manera tolerar los temas del desarrollo turístico y de la innovación y de los temas de la vida nocturna de las ciudades, pues normalmente no tienen la capacidad económica para poder acceder a ese tipo de vivienda. Por lo tanto, con nuestra empresa pública lo que hemos comenzado es a desarrollar proyectos dentro del casco histórico que de alguna manera sean asequibles
a personas como por ejemplo la vivienda de los estudiantes o viviendas de interés social que se denominan, que obviamente tienen también un costo reducido y que las personas de estas características podrían comenzar a utilizarla para vivir ahí. Entonces, una de las herramientas es precisamente cómo hacemos bajar el costo de la vivienda en general para poder incentivar que más personas puedan obviamente vivir en el centro y esa migración que va hacia afuera pueda ser de alguna manera pues controlada o equiparada si se quiere. Otro de los aspectos que hemos hecho de manera puntual es el hecho de cómo hacemos zonas separadas dentro de los centros históricos. Es decir, la mixtura de las actividades no pueden estar en todo el centro. Tienen que estar en zonas específicas para los temas de la actividad nocturna, turística, comercial, etcétera, y de alguna manera separado con las previsiones del caso para los temas de vivienda como tal. Nosotros tenemos una característica quizás que no todas las ciudades tienen, pero la universidad o una de las universidades de la ciudad está en el límite del centro histórico y lo que estamos buscando también es el desarrollo de la vivienda para las personas que obviamente estudian y que hay residencia universitaria. De esta manera poder tener a gente viviendo y rotando a lo largo de los años de su educación para también darle mayor habitabilidad al centro histórico como tal. Hemos impulsado también como otra herramienta, ¿cómo hago yo? Porque es una carga. Y ustedes deben coincidir conmigo, el tener una casa patrimonial resulta siendo una carga desde el punto de vista económico, porque la restauración, todos los mecanismos para tenerle de manera adecuada son muy costosos, son muy onerosos, y en ese sentido hemos estado haciendo alianzas con el sector privado en la ciudad para poder apoyar los temas de restauración e inclusive poniendo a costos sumamente bajos los temas de los materiales para que la gente de manera digamos, espontánea, porque le cuesta menos, pueda comenzar a hacer los temas de regeneración. Ahora mismo hay una calle muy tradicional en Cuenca que se llama la Calle Larga, a propósito de que Cuenca va a ser la sede en un mes y medio de la 29ª Cumbre de Líderes Iberoamericanos. Todos los jefes de Estado de Iberoamérica se van a dar cita en la ciudad. Estamos muy orgullosos y contentos de aquello. El rey de España con la reina también nos visitarán en aproximadamente un mes en la ciudad. Y uno de los proyectos que hemos tratado de bajar para que la gente pueda mejorar sus fachadas es, por ejemplo, los costos de pintura casi a costo cero y las cuadrillas municipales de áreas históricas poniéndose al servicio de la gente que quiere pagar costos bajos y que además quiere darle un retoque, obviamente, a sus fachadas. Esto como acciones puntuales de cómo vamos tratando de generar que el área histórica, muy costosa de mantenerla, pueda ser más asequible y que la gente pueda obviamente mejorar los temas y las condiciones de ellos. Y obviamente también tenemos el tema del plan del centro histórico que estamos próximos a aprobar en el Consejo Cantonal, en donde tenemos una serie de medidas que obviamente contemplan en incentivos tributarios para también lograr este mismo efecto de que no se deje caer. Seguramente en sus ciudades también ocurre este fenómeno. Como es una carga económica tener el tema de la restauración y por norma tienen esas casas que estar en condiciones adecuadas, la gente a veces destruye de manera a propósito. Eso pasa en mi ciudad al menos. Si es que yo tengo a veces un bien patrimonial y me cuesta tanto mantenerlo, a veces hacen las personas incluso que eso se caiga de manera deliberada para quitarse la carga de ser un bien patrimonial inventariado y obviamente poder hacer inclusive otro tipo de infraestructura que pueda resultarles mejor, porque claro, las casas patrimoniales no pueden cambiarse en su forma, en su configuración, en el ancho de sus paredes, en los dinteles, en los techos y en tantas circunstancias que también están ahí. Este como un primer bloque de acciones que quisiera compartirles para mejorar la habitabilidad y la forma de restauración que evidentemente tenemos que darles a los centros patrimoniales de nuestras ciudades. Por otro lado, también como un segundo eje, lo que tenemos es cómo yo impulso, en cambio, para que el centro sea vivo. Por un lado, cómo hago que la gente viva, y por otro lado, también cómo impulso para que el centro sea vivo. Y yo quisiera que ustedes entiendan, digamos, al menos la posición de mi ciudad y seguramente de las ciudades latinoamericanas, de que somos países en vías de desarrollo. La realidad europea, pues evidentemente es diferente y en los países desarrollados, pero en el contexto de América Latina que estamos en ese camino, lo que les voy a comentar, aunque parezca muy común quizás para algunas ciudades,
no es lo común y más bien es un paso muy importante que la ciudad ha ido dando a lo largo de los años. Y eso es en el tema turístico. Hemos desarrollado de manera importante, por ejemplo, cómo hacemos que algo que es muy común aquí en España, que venimos caminando por estas calles, que los restaurantes salgan a las calles, que la gente se apropie del espacio público, que tenga una experiencia que le llene, que le revitalice dentro del espacio público, porque eso, además de aquello, de los temas turísticos y económicos, da seguridad. Da seguridad para todos los espacios cuando la gente se apropia del espacio público, y eso lo sabemos todos. Estamos con una norma ya que regula los espacios, las dimensiones, la renta que tiene que pagarse por tener estos espacios y que es tan común, por ejemplo, en Europa, pero que en América Latina eso no se concibe de manera normal, diría yo, sino que más bien ha sido un paso importante para que la gente y los negocios nos apropiemos de las plazas, de los espacios y sea una ciudad viva, vibrante y que evidentemente también pueda generar el desarrollo que necesitan los centros históricos, también con fines turísticos como corresponden. Ha habido una buena racha de, por ejemplo, impulsar los temas de rooftops. Ustedes van y recordarán el video que les planteé de mi ciudad y pueden subir a los edificios patrimoniales y ahora tenemos un montón de restaurantes en los rooftops para poder ver obviamente el entorno y generar estas experiencias que al final del día hacen que la gente tenga mejor calidad de vida y que sea también un atractor para poder obviamente generar visitas turísticas. Mi ciudad al momento no sufre todavía de algunos temas que las ciudades europeas sí lo tienen, por ejemplo, con el desborde de los temas turísticos, de la gente que llega en demasía, que eso también hay que apalancar desde el turismo sostenible, lo cual también estamos haciendo para que cuando nosotros vayamos creciendo, nosotros necesitamos todavía más turistas, pero sí hemos tomado en perspectiva lo que sí sucede en otras ciudades para que no vuelva a desbordarse cuando obviamente el turismo llegue a las ciudades y genere los problemas con los habitantes propios de cada una de las ciudades. Y en este afán, yo fui concejal, miembro del Consejo de Cuenca por 9 años, ahora soy alcalde desde hace 1 año, y lo que estamos impulsando es, dentro de esta hoja precisamente de mejorar la habitabilidad desde el punto de vista del tema de la naturaleza, desde el punto de vista del cambio climático y de todos los asuntos que generan. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya en la ejecución de un proyecto que logramos financiar con la banca alemana, por ejemplo, que hay algunas ciudades de Alemania, con la KfW, son 25 millones de dólares para un centro histórico bajo en emisiones. ¿Esto qué significa? Hemos terminado el proyecto del tranvía. En Europa muy común, en América Latina quizás de las pocas ciudades que tienen este transporte amigable, que no contamina porque es eléctrico o contamina mucho menos obviamente que los que vienen de los fósiles. Estamos con este proyecto también para apalancar los temas eléctricos, quizás muy comunes en algunas ciudades, pero en nuestro contexto latinoamericano es realmente romper una inercia sumamente grande para poder tener este tipo de transportación y que sea obviamente bajo en emisiones. Las calles pacificadas que se conocen, en donde el peatón sea el protagonista y obviamente no el carro, sino los peatones que se vayan tomando los lugares en el centro histórico. Ya hemos comenzado con algunos lugares a peatonizar, pero esto es un problema social gravísimo, al menos en nuestro contexto. En otros lados quizás es muy común el tema de la gente apropiada de las calles, pero es un cambio diametralmente importante en nuestra realidad y hemos comenzado a dar esos pasos. Y a esto se suman también el tema de las ciclovías, en donde obviamente pues se privilegia también los temas del deporte y el transporte de la bicicleta como un medio efectivo, no únicamente de distracción, sino como un medio de transporte real que la gente pueda utilizarlo para llevar adelante. Y obviamente hemos comenzado en un gran proyecto en toda la ciudad y obviamente también en el centro de arborizar. Nosotros no hemos crecido en ciudades tan bonitas y organizadas y planificadas como en los países desarrollados, sino estos son nuestros retos diarios de cómo tomar estas buenas prácticas. Por eso la hoja de ruta de Quebec es fundamental, porque nos nutre a nosotros y nosotros también hacia otras ciudades de estas buenas prácticas muy comunes en algún lado, pero que son un reto importantísimo en el desarrollo de otras ciudades como tal.
Y en el tema del verdor hemos comenzado a sembrar muchos árboles en el centro histórico como tal. Comenzamos con una calle llena de veredas en donde las plantas del verdor vaya dando el menor baja de emisiones, que es lo que estamos buscando en este proyecto integral que obviamente tiene la ciudad. Esos son algunos de los temas que estamos trabajando actualmente en nuestro centro histórico, porque son las gemas y las joyas que todos tenemos que evidentemente cuidar, que son una gran responsabilidad, pero también una carga importante de lo presupuestario de nuestros municipios y para la gente para poder lograr aquello. Así que estas experiencias que me he permitido compartirles un momento que estamos haciendo, yo quiero que sigan siendo mucho más fructificadas en estas redes de colaboración que estamos haciendo entre varias ciudades. De hecho, invitar para que todos podamos ser artífices activos de estos mecanismos y que nos podamos ayudar y colaborar desde las experiencias que obviamente desde diferentes partes del mundo tenemos como ciudades patrimoniales. Así que yo quiero ratificar desde obviamente la ciudad que yo vengo y de la cual pues ojalá algún día todos podamos estar ahí, obviamente estos mecanismos que precisamente permiten una mejor construcción del patrimonio. Y finalmente quiero aprovechar este foro porque la CGLU, que ustedes conocen, es la red más importante de ciudades a nivel mundial, que actualmente pues está de presidente nuestro alcalde de Konya, que también tenemos a su representante aquí. En enero del año 2025, es decir, en pocos meses más, vamos a tener el tercer Congreso Mundial de las Ciudades Intermedias. Así que también quiero aprovechar este espacio para invitarles y recibirles allá en Cuenca, nuestra ciudad, y poder discutir los retos de las ciudades intermedias en donde vive la mayor cantidad de población del mundo y que tenemos retos y obviamente conjuntos y poder discutir estos temas para un mejor porvenir de nuestras ciudades. Muchas gracias a la organización y nuevamente, obviamente, a la ciudad de Córdoba por habernos recibido. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'invite maintenant Monsieur Mato Frankovic, maire de Dubrovnik. Dubrovnik, the pearl of the Adriatic, is more than just a beautiful city. As a UNESCO World Heritage Site since 1979, it holds centuries of history within its walls. But in today's world, Dubrovnik faces the challenge of preserving its heritage while accommodating millions of visitors. Under the leadership of Mayor Mato Frankovic, the city is rising to meet this challenge, pioneering innovative solutions that ensure its future. Dubrovnik has become a top destination for global travelers, but the increasing number of cruise ships has caused overcrowding. To address this, city administration introduced a groundbreaking policy to reduce the number of cruise ship visitors. By 2024, this effort has significantly eased congestion, with the number of visitors from cruise ships capped at 4,000 per day. Introducing the Dubrovnik Pass, a digital card designed to streamline tourist visits to the city's many historic attractions. This pass not only grants access, but also from 2025 will allow visitors to pre-book time slots, reducing the pressure on Dubrovnik's most iconic landmarks. It became one of the best-selling digital tourism card in Europe, with increase of sale more than 50%. To preserve the beauty and serenity of the old town, Dubrovnik undertook a bold plan to reduce street clutter. This effort has created more space for locals and visitors to enjoy the city's authentic charm while reducing noise and congestion. Also, through app Dubrovnik Visitor, city-installed people counter a solution that can help him handle overcrowding and gain valuable insight into people movement. In 2025, Dubrovnik will start a special traffic control zone based on UNESCO guidelines
and the management plan with the aim to reduce congestion around the historic center of Dubrovnik and bring order to the area. Dubrovnik's revitalization extends beyond tourism. Through a demographic renewal plan, the city is bringing life back to the historic center by offering housing to young families. With new apartments allocated and a new school opening in what was once a palace, Dubrovnik is ensuring its historic core is not only a place to visit, but a place to live. Dubrovnik is the first local self-government unit that developed its own housing care model for its citizens called Dubrovačka Stanogradnja. Mayor Mato Frankovic has been at the forefront of all these transformative initiatives. Under his leadership, the city adopted a comprehensive management plan for the historic center, which not only focuses on protecting cultural heritage, but also prioritizes quality of life for its residents. Through his visionary policies, Dubrovnik has become a model for other World Heritage cities. Therefore, respecting Dubrovnik's heritage is a shared responsibility. On that track, visitors are encouraged to follow simple rules to ensure their experience is respectful, from wearing appropriate clothing to avoiding eating or drinking near cultural monuments, all this to protect the city's legacy. Dubrovnik's journey is one of balance, where history meets innovation and tradition coexists with modernity. Through its dedication to sustainable tourism, preservation, and community-focused policies, Dubrovnik is for sure a shining example for World Heritage cities across the globe. A city not only to visit, but to live in, today and tomorrow. Thank you. Sustainability. I think that in every city where you speak with the citizens, they like to hear the sustainability word. It's a music for their ears. All until it comes to its doors. Then they would like that sustainability skip their doors and come to the neighbors. We have to be aware of that. 20 years ago, flats in Dubrovnik become an apartments. They used to be community developers. Nowadays, they are becoming step by step city life killers. And we have to be fully aware of that. Regardless, are we speaking about Dubrovnik, or as the mayor of Quebec said, the example of Madrid, or any other city, the life is vanishing. First, from historical sites, and then step by step, it's going further. Surrounding area around the historical sites, and more, because the apartments or the capital or the money is stronger than demography. Normal family nowadays has a hard time, not in buying, but in renting space to live in. We have to be aware of that sometimes we, as decision makers, have to take sometimes decisions that will not be likable. And the results of that decision might happen in the 6, 7 or more years, when we are not going to be mayors anymore. And the people will see the benefit of that. But not in the moment when the decision is made. So this is where we can see a difference between politicians. Populists, they like to speak.
without hard decisions, because they do think, are they going to be elected in a month, 2 year, or 2? When I was at the beginning of my mandate, back in 2000, first mandate, back in 2017, the city of Dubrovnik was put on the list of the cities that should be avoided in the years to come. So the decisions that I had to make at that time were not the likable ones. So coping in between taking decision or being a populist, I run in the one quote, and it says, I will try to paragraph it. If you want for people to love you, sell the ice cream. So I decide to take hard decisions, to make different rules and regulations that will change the perspective of Dubrovnik. First, what we did is we cut the number of tables and chairs on the open streets in Dubrovnik by 30%. The second thing that we did, we put a rule considering the cruise ships. Of course that we had hard attacks from the community, from all of those that are writing on the Facebook and the other platforms the word sustainability until it comes to their own door. But we were harsh in that. We said, we are looking long term. We want the future for our city, our citizens, and our tourism economy. Because when someone puts you on the list of the city to avoid, it means that you are just losing day by day. Next, what we did, we put a gap on music on the open squares. We lower down the noise. And then I will never forget that I received a letter from one lady. She's from Dubrovnik. She's director of one bank. And the beginning of a letter was saying, shame on you. And then it followed. Her kid, her daughter, is in university in Zagreb. And she is in problem because she said, when my daughter comes back to Dubrovnik on the summer fairs, where she will go out. And she finished, shame on you. I can see that you are actually never young, that you never went out and party, because you do not understand young people. Of course that I didn't reply. But this is actually something that showed to you that sometimes people do not see what is on the horizon. They just look at what is tomorrow, day after tomorrow, and that's it. And their satisfaction is mostly with the moves that make quick results. But sustainability, live cities, this is a not quick process, because the cities and the process that happened to the cities, considering lowering demography, didn't happen over the night. It took years for the process to happen. And now it's going to take years for the things to come back in a track. Our duty as decision makers at the time when we are elected, it's not to think, are we going to be elected again?
being a mayor of UNESCO World Heritage Site, this is the biggest honor that a person can have. It's not important. Does that honor last for a year, 2, 4, 8, or more? It is an honor, but in the same time, it's responsibility. We inherited Cultural Heritage Site. Not to take it, to break it, to lose it, no. We inherited to keep it in a good shape and to give it to the next generations that will have to do the same thing in order for the world, for the future, to have the beautiful sites as we do have it now. I'm very glad and honored that because of, I can say, our strong push from the city of Dubrovnik, the Croatian government and Croatian National Parliament just 3 days ago passed a law in a first reading where in the buildings that are bigger than 4 flats, you will have to have approval of the 80% of the owners of the flats in order to do a short-term rental in the future. This is the first step towards sustainability. First step. Because the quality of life of all of those people that buy a flat and step by step that building becomes an apartment building, the quality of life is lower and lower. Of course, people, when they go out on holiday, they are a bit louder, they are walking freely, and etc., you know everything. This is why we have to think about the future. Do you know, we passed that law a few days ago. I received, I think, more than 100 of messages. No one was clapping and saying, yeah, great job. No, they were saying, what we are going to do in the future, we will be, without the bread, without the food. Our families are living out of this. No. There is no future for the family that lives just out of renting. It's a killer of life. It's a killer of life. Easy and quick money. You do not want to go to study. Why would you go to study if you can have a lot of money just renting a space? There are more killers of life, such as liberalization of car taxi industry that unfortunately happened to Croatia. Why would someone want to study if she or he can make quick money just driving people and talking with them? A few weeks ago, I was in Croatian capital, Zagreb. I took Uber. I like to speak with those people that drive Uber cars. And the person came with a Tesla car, brand new Tesla car. I asked him, is this car just for this? Yeah, he said, yes. I paid 45,000 euros for the car. And I said, okay, why did you decide to do this? He said to me, I finished a college, agricultural college, but I actually do not want to have a boss. I want to be my own boss. We lose a person that finished a college, that was educated on public college. We have an extra car on our streets. And this is how, step by step, we have a lose-lose game. This is why we need to have
regulations. We cannot let market to regulate our life. That's wrong. We need to have strict regulations. What can be done, at what number something can be done, and what is the maximum. This is why we are creating a document such as carrying capacity, which show us what is our maximum and where we should be in the future to come. This is why sometimes when we take decisions that are not likable, we have to be aware that we are not taking those decisions for tomorrow, but for future to come. This is crucial. Remember one thing. If you want people to love you, just sell the ice cream. Thank you very much.